Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise. Bonjour à tous, Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique aujourd'hui, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Il y a près de 100 jours, la colère des agriculteurs éclatait. Depuis, le gouvernement a pris des engagements. On va voir où on en est très concrètement de ces engagements, point par point. Mais d'abord, l'actualité, c'est le gel avec un certain nombre de dégâts depuis plusieurs jours. La nuit dernière a été très compliquée pour un certain nombre d'agriculteurs. Elle le sera encore a priori demain, la nuit prochaine. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan de ces dégâts ce matin ? Non, pas de premier bilan, mais cette situation, elle illustre les difficultés que traversent les agriculteurs et une des causes importantes de la crise agricole ces dernières années, qui n'est pas propre à la France, c'est le dérèglement climatique. Ces quelques dernières années, nous avons des dégâts chaque année qui sont liés à des facteurs climatiques nouveaux, inondations, gel tardif, canicules, sécheresse, qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros de pertes de récolte, là où il y a 10 ans, ça ne représentait que quelques dizaines de millions d'euros, et c'est un des enjeux sur lesquels nous devons agir, et c'est pour ça aussi qu'il faut remettre en perspective cette crise qui n'est pas que française, puisque en Europe et dans le reste du monde, les agriculteurs sont sous pression en ce moment. Est-ce qu'on peut parler en tout cas sur cette période de gel tardive d'un événement d'ampleur, en tout cas de dégâts d'ampleur exceptionnelle? Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que vous attendez à cela? Est-ce que ça vous inquiète à ce niveau-là? Tout dépend de où vous mettez l'exception, puisque nous avons cessé de battre des records ces dernières années, et donc on ne sait plus très bien ce qui est exceptionnel de ce qui est du récurrent. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera aux côtés de nos agriculteurs qui aujourd'hui agissent sur le terrain pour faire en sorte de sauver, notamment en arboriculture, leur récolte, et qu'on fera le point avec eux, comme on le fait à chaque fois qu'il y a des épisodes, pour pouvoir les accompagner au mieux. Ça veut dire que selon l'ampleur des dégâts, il y aura une enveloppe financière exceptionnelle qui pourrait être débloquée? Écoutez, je ne vais pas lire dans le marc de café. Ce que je sais, c'est que ces 7 dernières années, nous avons toujours été aux côtés des agriculteurs dans les temps et en tenant nos engagements. Donc si l'ampleur des dégâts est importante, il y aura une aide en tout cas débloquée. Je n'annonce rien. Ce que je dis, c'est que pour le moment, il faut être aux côtés des agriculteurs, faire en sorte qu'ils traversent ce cap. Mais vous le savez, que ce soit sur la MHE cette année, des enveloppes ont été débloquées. Sur les pertes de betteraves l'année dernière, des enveloppes ont été débloquées. Et nous avons toujours été à la hauteur. Maintenant, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait moins de dégâts possibles. C'est peut-être la meilleure façon de répondre à la situation. Pour cela, il y a aussi la possibilité d'équiper davantage les arboriculteurs, les viticulteurs, pour éviter qu'ils soient victimes à ce point de ces gels tardifs. Certains demandent justement que on les aide davantage à s'équiper. Est-ce que c'est une possibilité envisagée par le gouvernement aujourd'hui? Je crois qu'un des grands enjeux dans les années qui viennent, c'est de permettre aux agriculteurs de s'adapter au dérèglement climatique, c'est-à-dire de pouvoir s'équiper effectivement face aux nouvelles agressions que subissent leurs cultures. Ça peut être donc ces différents événements. On sait que on soutient aujourd'hui des agroéquipements en les développant au travers du plan France 2030. Donc on n'a pas attendu de constater cette situation pour accompagner le développement de nouveaux équipements, mais également d'apporter des soutiens aux agriculteurs pour s'équiper, que ce soit contre les ravageurs, que ce soit contre des situations de difficulté. Le gel, les aléas climatiques. Un exemple qui a l'air d'être très éloigné, mais en réalité qui peut faire partie de la panoplie, c'est l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme permet de gagner 1-2 degrés en situation de gel, c'est-à-dire c'est ces panneaux photovoltaïques qui sont positionnés notamment au-dessus des arbres en arboriculture ou des vignes en viticulture. Elle permet de protéger aussi les cultures contre la grêle, contre les pluies massives. Elle permet de gagner à quelques degrés en moins lorsqu'il y a des canicules. Donc on le voit, on commence à multiplier la panoplie des réponses face au dérèglement climatique, et c'est un des enjeux sur lesquels nous allons travailler avec Marc Fesneau. Sur l'aide à l'investissement, je voyais 20 millions d'euros par an pour aider à s'équiper justement face à ces aléas climatiques pour les agriculteurs. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ces aides vont être augmentées ou pas? N'oublions pas que nous avons aujourd'hui 1,3 milliard d'euros dans le budget du gouvernement
pour accompagner le monde agricole et le monde forestier à leur transition agroécologique. Et cette transition, c'est à la fois améliorer leur bilan environnemental, baisser les émissions de gaz à effet de serre, préserver le puits carbone et diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, mais c'est aussi leur permettre de s'adapter au dérèglement climatique et donc d'être plus résistants. Donc nous avons mis les crédits, 1,3 milliard d'euros, c'est une somme inédite dans l'histoire du budget de l'agriculture. Ça va en plus de la politique agricole commune, 9 milliards d'euros, dont je rappelle que c'est le premier budget de l'Union européenne. Un tiers des finances de l'Europe viennent en soutien des agriculteurs européens. On va revenir sur les produits phytosanitaires, également sur la PAC déjà pour parler de cette colère agricole et des annonces faites par le gouvernement sur les aides liées à la PAC. On en est où aujourd'hui, notamment sur les agriculteurs, pour les agriculteurs bio justement? Est-ce que ces aides ont été versées? Alors, le gouvernement avait pris l'engagement de payer toutes les aides du premier pilier au 15 mars. Ça a été fait. Donc ça, nous avons tenu nos engagements. S'agissant des aides pour les agriculteurs bio, vous le savez, ce sont des aides qui ne sont pas payées au mois de mars habituellement. Hein. Vous avez un délai et notre objectif est de les payer entre mars, puisque les paiements ont démarré entre mars et juin. C'est-à-dire qu'on a une première estimation là du nombre justement de ces aides aujourd'hui débloquées pour ces agriculteurs bio? Les agriculteurs bio ont bénéficié de la première tranche d'aide qui constitue une grosse partie des aides et ils vont bénéficier des aides complémentaires sur le bio et notre objectif c'est de terminer tous les paiements d'ici le mois de juin. En ce qui concerne le projet de loi agricole, c'est l'une des réponses majeures, on va le dire, du gouvernement à cette colère des agriculteurs. Elle a été présentée, ce projet de loi a été présenté début avril en Conseil des ministres. Quand sera-t-il débattu à l'Assemblée et pour une application, une adoption autour de quelle date? C'est quoi l'objectif? Alors, passage à l'Assemblée nationale mi-mai, passage au Sénat grosso modo mi-juin. Si l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord, c'est un projet de loi qui pourrait être adopté avant le mois d'août. Avant le mois d'août. Sinon, une deuxième lecture sera nécessaire. Mais là encore, l'objectif est évidemment de l'adopter avant l'automne. Entre-temps, il y a eu la saisine du Conseil constitutionnel à l'initiative de la France Insoumise. On en est où à ce niveau-là? Eh bien, le Conseil constitutionnel a quelques jours pour se prononcer, mais c'est une manœuvre politicienne de la France Insoumise qui n'aura aucun impact sur le calendrier puisque il pointe les défauts de l'étude d'impact dont le Conseil d'État reconnaît lui-même que elle est globalement satisfaisante, ce qui dans la bouche du Conseil d'État, avec quelques réserves tout de même sur. Je vais aller jusqu'au bout. Ce qui dans la bouche du Conseil d'État est plutôt un satisfait quitte, et elle a été complétée sur les deux points sur lesquels le Conseil d'État souhaitait des compléments, c'est-à-dire que la France Insoumise laisse entendre qu'il manque des choses. Nous l'avons complété entre deux, et le Conseil constitutionnel jugera, mais le calendrier est préservé. Vous avez bon espoir en tout cas que le calendrier soit préservé et que la décision du Conseil constitutionnel aille dans votre sens. Les agriculteurs ne comprendraient pas que, parce que nous avons remis une étude d'impact de 250 pages, fouillée, détaillée, certains groupes politiques essayent de faire dérailler ce projet alors qu'il est utile. On est vraiment dans la politique politicienne. On est une décision politique qui fait du mal avant tout aux agriculteurs. Mais évidemment, puisque l'objectif c'est d'essayer de retarder l'examen d'un projet qui est attendu par les agriculteurs et qui a été co-construit avec les agriculteurs. Sur ce projet de loi agricole, alors on vise notamment la souveraineté alimentaire, l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs, c'est important, et puis également la simplification de certaines normes du côté des ONG, de la gauche. Globalement, on dénonce un retour en arrière au point de vue de l'écologie, des contraintes environnementales. C'est votre avis ou pas? Non, la gauche confond être procédurier et être ambitieux climatiquement. Nous considérons que le climat est un objectif intangible. La lutte pour la préservation de la biodiversité et la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est d'ailleurs ce gouvernement et cette majorité qui a eu les meilleures performances en la matière. Je rappelle que l'année dernière, la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 4,8%. C'est la performance de l'intégralité du mandat du président Hollande. Donc on n'a pas de leçons à recevoir de la gauche en matière de lutte contre le dérèglement climatique. En revanche, nous avons une approche
pragmatique. Lorsque, par la loi, par exemple, on impose de ne pas couper les haies après le 15 mars, alors que, comme dans mon territoire du Pas-de-Calais, il n'a pas arrêté de pleuvoir et qu'il était parfaitement impossible d'entretenir les haies avant le 15 mars, eh bien, on est à côté de la plaque. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est de tenir compte de la réalité du terrain, de faire confiance aux agriculteurs, parce qu'il faut rappeler qu'ils sont pleinement engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ils en sont, je le redis, les premières victimes. Donc, ils sont parfaitement engagés, et de faire en sorte de co-construire avec eux les solutions. Intransigeant sur cette question de l'écologie, ne serait-ce que en faveur pour les agriculteurs. Mais c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que dans les financements que nous déployons aujourd'hui, 1,3 milliard d'euros, dans le plan Éco-Phyto que sur lequel nous travaillons, et qui succède à 2 précédents plans Éco-Phyto pour réduire l'utilisation des phytosanitaires. Et je rappelle que les agriculteurs ont réduit de 96% l'utilisation des phytosanitaires classés comme étant les plus dangereux ces dernières années. Ça, personne ne le dit, et c'est pas le Parti socialiste qui nous a aidés à faire ça, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, parce ils ont une vision éthérée et qui ne correspond pas à la réalité de ce que vivent les agriculteurs. Nous sommes là pour si le plan Éco-Phyto a été suspendu, l'idée n'est pas de l'abandonner complètement, c'est de l'améliorer même au niveau environnemental. Non, mais le plan Éco-Phyto n'a jamais été suspendu. Je suis très nette sur ça. Aujourd'hui, nous travaillons tous les jours à baisser l'utilisation des phytosanitaires. Ce que nous avons fait, c'est la nouvelle génération du plan. Nous avons décalé sa publication de quelques semaines. Parce que précisément, nous voulons avoir le plan qui conjugue le meilleur niveau d'ambition, mais le plus grand pragmatisme. Parce que tous les donneurs de leçons qui ne comprennent pas que, par exemple, empêcher l'adoption rapide de nouvelles solutions de biocontrôle en donnant des dérogations, et qui dénoncent par principe les dérogations que nous donnons, ce n'est jamais en fait... Ces donneurs de leçons, c'est les écologistes, c'est la gauche globalement ? On a vu que la gauche n'avait pas formulé beaucoup de propositions qui soient réellement, je dirais, utilisables sur le terrain par nos agriculteurs. Mais Marine Le Pen n'est pas en reste. Je rappelle qu'en 2017, elle préconisait dans son programme la sortie du glyphosate et des néonicotinoïdes, et que désormais, elle préconise l'utilisation du glyphosate et des néonicotinoïdes. En réalité, elle ne sait pas du tout où elle habite. Elle n'a aucun programme pour les agriculteurs. Sur le glyphosate, Emmanuel Macron aussi a changé d'avis. Il avait fait une promesse, il est revenu dessus ensuite. Il dit l'avoir regretté, certes, mais... La différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est qu'Emmanuel Macron, il a tenu compte du terrain. C'est-à-dire qu'il a dit qu'on reculait, qu'on enlevait le glyphosate là où on avait des alternatives. Et la ligne de crête que nous voulons tenir, c'est de dire que oui, il faut baisser l'utilisation des phytosanitaires. Oui, il faut interdire les molécules qui ont un impact sur la santé humaine, sur l'eau que nous buvons, sur la nourriture que nous mangeons, et sur la santé des agriculteurs en premier lieu. N'oublions pas que les premières victimes historiquement des phytosanitaires, ce sont les agriculteurs. Mais en revanche, on doit absolument accélérer la recherche des solutions, sinon nous n'allons plus rien produire en France, et nous allons importer des produits qui sont produits avec les phytosanitaires que nous interdisons. Je vous donne un exemple sur le riz. Le riz, il y a 31 produits phytosanitaires qui sont utilisés en Asie pour produire du riz, dont 18 interdits en Europe. Donc, lorsque nous donnons, nous, des dérogations très spécifiques sur des produits en voie d'autorisation, nous faisons le travail de science et d'accompagnement des agriculteurs. Et lorsque j'entends, là encore, les écologistes s'époumoner à côté de la plaque, je dis qu'effectivement, ils ne répondent pas aux problèmes des agriculteurs comme nous le faisons. En tout cas, la baisse de 50% de l'usage des pesticides d'ici à 2030 est maintenue. Pardonnez-moi d'utiliser le terme de phytosanitaire, parce que pesticide, c'est déjà qualifier les choses. Et la baisse de 50% de phytosanitaire, c'est-à-dire de produits de santé pour les plantes, est maintenue. Avec l'idée pour le gouvernement toujours de trouver des solutions, puisque finalement on n'interdit pas phytosanitaire s'il n'y a pas de solution pour l'agriculteur. Ça reste l'objectif du gouvernement. L'objectif du gouvernement, c'est en fait d'anticiper sur les 75 molécules
sur lequel des revues scientifiques sont en cours pour évaluer leur nocivité pour l'environnement et pour la santé humaine, d'anticiper de possibles interdictions. Aujourd'hui, la science ne les interdit pas, mais nous voulons être dans l'anticipation, et c'est pour ça que nous investissons 250 millions d'euros chaque année. C'est inédit en Europe pour un pays, pour trouver des alternatives. Ces alternatives pouvant être de la sélection variétale, ça peut être le recours à des technologies génomiques, et il faut accélérer dans ce domaine-là. Ça peut être des pratiques agronomiques, par exemple des rotations de cultures qui permettent de mieux protéger contre les ravageurs, contre certains types de maladies, ou ça peut être encore le recours à des solutions de biocides et de biocontrôle, c'est-à-dire utiliser des prédateurs, faire venir les coccinelles pour qu'elles mangent le puceron, ce type de solution, et c'est ça sur lequel nous investissons massivement aujourd'hui. Sur la question du revenu agricole, Emmanuel Macron s'était engagé à mettre en place des prix planchers. On en est où à ce niveau-là ? Alors, le calendrier est parfaitement... que portait d'ailleurs la gauche. Oui, alors c'est pas tout à fait le même système, puisque la gauche, une fois de plus, porte une vision qui est déconnectée du terrain, puisque la gauche veut des prix réglementés qui seraient arrêtés par le ministre de l'Agriculture. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, il y a eu des précédents dans l'histoire des prix agricoles qui ont été absolument calamiteux pour les filières qui ont été soumises à ce type de système. Donc, parce que toute filière est différente, et zones géographiques également. Exactement, surtout pas des prix réglementés. En revanche, nous avons confié une mission, le Premier ministre a confié une mission à 2 parlementaires sur la loi Egalim pour voir de quelle manière nous pourrions faire évoluer ce texte pour que son application soit plus immédiate. Mais je veux dire ici que cette loi, qui est issue d'ailleurs d'un consensus de la filière et des États généraux de l'alimentation en 2017, a permis d'apporter beaucoup de revenus et plus de revenus à la filière laitière il y a ces dernières années, dans un contexte de crise majeure. Donc on voit qu'elle fonctionne, et ce que veulent les agriculteurs... C'est pas ce que disent les agriculteurs, pas assez de contrôle, ils le disaient jusqu'à présent. Alors, je vais jusqu'au bout. Dans la filière laitière, 90% de la filière est contractualisée aujourd'hui, 70% des exploitations, et on le constate en termes de revenus. Bien sûr, c'est une moyenne, et attention à ne pas dire que tous les agriculteurs sont sous le même registre, mais une progression du revenu disponible moyen depuis 2017 de l'ordre de 90%. Donc, ce n'est pas rien. Ça cache évidemment des écarts types, enfin des agriculteurs qui peuvent être en grande difficulté et d'autres qui se portent bien. Je le dis avec beaucoup de précautions. Mais grosso modo, il y a eu une progression. Là où il faut qu'on avance, c'est que la filière viande, par exemple, n'est contractualisée qu'à 25%. Et avec des bonnes raisons, tous les acteurs de la filière viande et les agriculteurs au premier chef ne souhaitent pas être contractualisés. Et puis, il y a des filières qui sont hors contractualisation, c'est leur souhait. C'est le cas des céréales, c'est le cas des fruits et légumes, c'est le cas des oléo et protéagineux. Donc vous avez beaucoup de filières qui n'ont pas souhaité rentrer dans cette démarche. Et la question en fait du revenu, c'est de regarder quels sont les débouchés pour les agriculteurs et de faire en sorte que sur chacun de ces débouchés, ils aient du prix. Je rappelle que le premier débouché des agriculteurs, c'est les exportations. 40%. Donc ceux qui vous disent qu'il faut arrêter tout le libre-échange veulent tuer notre agriculture. Moi, je ne permettrai pas que l'on se prive de 40% des revenus des agriculteurs. Je pense notamment à la viticulture. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir par ailleurs sur le revenu des agriculteurs. Nous le faisons sur la contractualisation. Nous le faisons aussi en travaillant sur les charges, la baisse des charges d'énergie, par exemple. Eh bien, ça va se voir dans le compte des agriculteurs, et j'espère que ça se verra dans les années qui viennent. Donc, nouvelle loi Egalim ou pas ? Eh bien, ça sera aux parlementaires de faire des propositions. Nous sommes prêts à examiner une nouvelle ajustement. Alors, c'est pas une loi Egalim, c'est un ajustement d'un texte existant, c'est toujours le même texte. Nous sommes prêts à l'examiner cet été si la mission des 2 parlementaires montre que c'est nécessaire. Mais d'autres mesures peuvent être envisagées. Et aujourd'hui, je veux le dire aussi très concrètement, nous avons décidé, le gouvernement a décidé de tripler les contrôles sur la mise en œuvre de 2 choses.
la mise en œuvre des Galim, mais également l'origine des produits, parce que les agriculteurs pointaient du doigt le mauvais étiquetage des produits et le fait que le consommateur était trompé, souvent à dessein, entre produits français et produits étrangers, et que c'était inacceptable. Et nous avons fait aujourd'hui plus de 3000 contrôles, nous en ferons 10 000 d'ici la fin de l'année. À l'échelon européen, on a la nouvelle PAC qui va être votée par les eurodéputés bientôt le 25 avril, donc jeudi. Elle prévoit notamment la fin de l'obligation des 4% de jachère pour les terres arables. On ne demandera plus véritablement de contrepartie environnementale aux agriculteurs pour bénéficier des aides PAC ? Alors pas du tout. En revanche, on demandera des contreparties qui soient, encore une fois, liées à la réalité du terrain. Dans les contreparties qu'on mentionnait, ou dans les aides PAC qui étaient évoquées, il y a ces notions de date. Je mentionnais sur les le 15 mars, mais j'ai dû demander à ce qu'on prenne une décision pour reconnaître l'impossibilité des agriculteurs du Pas-de-Calais à avoir planté cet hiver pour protéger les sols. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient les pieds dans l'eau. Et si nous n'avions pas fait cette reconnaissance de force majeure qui a empêché les agriculteurs de planter cet hiver, il aurait fallu qu'individuellement, ils demandent l'autorisation à continuer à bénéficier des aides PAC alors qu'ils étaient les pieds dans l'eau en repérant parcelle par parcelle les parcelles inondées. Donc ça, c'est surréaliste, c'est tubuesque. Et effectivement, nous voulons sortir de ça. Nous travaillons avec les agriculteurs à avoir cette ambition climatique, le respect de cette vision pour protéger nos terres, mais il faut le faire de manière pragmatique, et la manière pragmatique, c'est de co-construire avec les agriculteurs, en particulier ceux qui jouent le jeu. Jordan Bardella, le tête de liste RN pour ces européennes, dit qu'il est favorable à la PAC, à ces aides-là. Et pourtant, il a voté contre le budget. Et alors, c'est-à-dire que pour vous, ça fait partie des gens qui ont des sincérités successives, comme on dit. C'est-à-dire que il a, à quelques mois d'intervalle, voté pour la PAC et voté contre le budget. C'est un peu comme quand on dit qu'on est contre le glyphosate, puis pour le glyphosate. Vous voyez, ça s'appelle une incapacité en fait à prendre position. Je remarque que Monsieur Bardella a livré une interview confession de 4 pages dans un journal du dimanche, mais que dans ces 4 pages, à aucun moment, il n'évoque la situation des agriculteurs. C'est dire le peu de cas qui fait des agriculteurs, de nos agriculteurs qui nourrissent les Français aujourd'hui et qui sont en première ligne pour notre souveraineté agricole. C'est-à-dire que pour vous, Jordan Bardella n'est pas un allié par rapport aux agriculteurs, pour les agriculteurs ? Non, Monsieur Bardella fait des selfies avec les agriculteurs et les visiteurs au salon de l'agriculture, mais il n'a aucun programme pour l'agriculture. Il ne sait seulement dire qu'il est à leur côté, mais à leur côté pour quoi faire ? Alors qu'il a eu des votes totalement incohérents au niveau du Parlement européen, et que surtout il soutient en tout cas, il a une attitude plus qu'ambiguë avec Vladimir Poutine et la Russie, qui est une des causes de la crise agricole aussi actuelle, et je veux le dire ici. C'est Monsieur Poutine qui a utilisé l'énergie comme arme de guerre et qui est à l'origine ces 2 dernières années de la flambée des prix de l'énergie. Heureusement, nous avons remis cela sous contrôle, mais ça nous a pris quand même quelques mois. C'est Monsieur Poutine qui est à l'origine de l'impossibilité pour l'Ukraine d'avoir accès à des débouchés en mer Noire, et qui pèse sur les marchés agricoles avec l'effondrement des prix des céréales. Et là encore, nous sommes à l'action, mais il ne faut pas se tromper d'ennemis sur ce sujet-là. Pour parler d'ennemis sur ces européennes, qui est le rival ou la rivale de Valérie Ayé à la tête de liste du camp présidentiel? Est-ce que c'est Jordan Bardella du RN qui caracole en tête très largement devant la liste de Valérie Ayé, ou est-ce que c'est Raphaël Glucksmann qui est juste derrière pour le PS et Place Publique? Valérie Ayé, elle a un bilan, elle a une expérience et elle pèse au Parlement européen.
On ne peut pas en dire autant ni de Jordan Bardella ni de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, c'est le candidat du Parti socialiste français qui se retrouve en situation de voter contre le Parti socialiste européen encore il y a quelques jours sur le pacte asile-immigration. Ça montre à quel point il ne pèse pas en fait au Parlement européen. Donc on peut faire des grands discours sur l'Europe, encore faut-il être capable de faire bouger l'Europe, de faire changer l'Europe. Valérie Ayé, c'est celle qui a porté au titre de la présidence d'un parti, Renew, d'un groupe politique Renew, qui a pu peser sur les décisions qui ont été prises au niveau européen, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur la PAC. Français. C'est parce que elle est peut-être plus connue des Européens pour son rôle majeur que Jordan Bardella, qui a passé plus de temps sur les plateaux de TV français et qui n'a pas cherché à aider les Européens. En tout cas, elle aura besoin, c'est-à-dire qu'elle aura besoin de l'engagement plein entier d'Emmanuel Macron dans cette campagne, qui fera d'ailleurs son discours sur l'Europe jeudi. Mais Valérie Ayé, elle aura l'engagement de tout le gouvernement derrière elle, parce que nous savons comment elle a réussi à infléchir l'Europe sur les enjeux de souveraineté. Rappelons que la souveraineté européenne, la souveraineté nationale, c'était des gros mots il y a 6 ans au niveau européen, et que cette vision qui a permis de faire le plan de relance, de faire des vaccins ensemble, de lutter pour notre indépendance sur les minéraux critiques, de lancer des projets de batteries électriques, de production de batteries électriques en France, elle a été portée en premier lieu par la France, et elle a été permise parce que nous avons pu poser sur l'Europe. Moi-même, j'ai négocié le retour du nucléaire en Europe avec une alliance du nucléaire, parce que j'avais un groupe qui s'appelait Renew, qui était présidé par un Français, à l'époque Stéphane Séjourné, et qui a pesé sur le Parlement européen. Cela n'aurait pas été possible avec Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy ou Jordan Bardella. D'ailleurs, ils n'ont pas été beaucoup en soutien. Un mot pour conclure tout de même sur les Jeux Olympiques. Quand on parle de souveraineté alimentaire, justement, quand on parle de défendre les agriculteurs français, est-ce qu'on sait aujourd'hui si 100%, ou en tout cas une grande majorité des repas servis aux athlètes sera préparé majoritairement donc avec des produits français? Oui, c'est le cahier des charges qu'a aujourd'hui le comité olympique national, puisque ils ont un objectif qui est largement supérieur à 50% d'approvisionnement en produits français, avec un objectif de produits durables, local, bio aussi, et donc ils prendront leur part justement du soutien aux agriculteurs, et cela me permet aussi de dire à tout un chacun qu'on peut tous agir pour notre agriculture. Agir pour notre agriculture, c'est regarder où sont approvisionnés les produits, d'où vient la viande lorsqu'on l'achète, et faire en sorte de plutôt privilégier le français que d'autres origines, en particulier des origines hors Union européenne. Ces petits gestes, ils comptent aussi pour les agriculteurs. Évidemment, chacun selon ses moyens, on en est bien conscient.